Soyez les bienvenus sur le plateau de Dimanche en politique. Deux invités ce dimanche matin en deuxième partie d'émission. La députée LREM des Yvelines, Marie Lebec, viendra nous parler des régionales. La majorité présidentielle a trouvé un chef de file pour remplacer Jean-Michel Blanquer. C'est Laurent Saint-Martin qui prend la relève. Nous évoquerons avec elle aussi le plan de relance. Près de 750 millions d'euros ont déjà été actés en Ile-de-France. Mais avant, notre invité pour cette première partie, la conseillère France Insoumise de Paris, Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. On va évoquer avec vous un sujet qui a agité ces derniers mois la classe politique parisienne, ces multiples accusations de viol à l'encontre d'élus ou de collaborateurs obligés de se mettre en retrait. L'un d'entre eux, Christophe Girard, fait son retour. Il reviendra au Conseil de Paris la semaine prochaine, mais en étant exclu de son groupe. On en parle dans un instant. D'abord, retour sur ces 4 affaires qui ont défrayé la chronique depuis l'été dernier. Face à la mobilisation de féministes et de certains élus de la majorité parisienne, il avait été contraint de démissionner. Christophe Girard, proche d'Anne Hidalgo, son adjoint à la culture, victime collatérale de l'affaire Gabriel Maznef, cloué au pilori pour ses liens avec l'écrivain. Entendu également dans le cadre d'une enquête pour viol, celle-ci a été classée sans suite, les faits étant de toute façon prescrits. L'élu fait donc son retour, d'abord par la petite porte au Conseil du 18e arrondissement, puis la semaine prochaine au Conseil de Paris. L'affaire Christophe Girard, la première d'une série qui a touché ces derniers mois la mairie de Paris, car depuis, plusieurs élus ou collaborateurs ont été accusés de viol, à commencer par un pilier du socialisme parisien, Pierre Edenbaum, maire du 3e arrondissement pendant 25 ans. Celui-ci a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une collaboratrice. Un collaborateur d'une élue, Europe Écologie Les Verts, a également été suspendu de ses fonctions. Il fait l'objet d'une enquête. Il est soupçonné d'avoir violé une femme dans l'enceinte de l'hôtel de ville en septembre dernier. Enfin, jeudi 21 janvier, nouvelle accusation de viol sur Twitter visant cette fois-ci le conseiller communiste de Paris, Maxime Cochard, et son compagnon. Tous deux accusés d'avoir profité de la faiblesse d'un jeune homme pour avoir des relations sexuelles avec lui. Un viol par ascendant psychologique que réfute Maxime Cochard. Celui-ci a porté plainte pour diffamation. Danielle Simonet, évoquons peut-être déjà cette dernière affaire. Alors bien sûr, on ne va pas parler du fond, mais plutôt de cette question autour de cette affaire, la présomption d'innocence. Cet élu de 36 ans a été accusé, donc avec son compagnon, de viol par ascendant psychologique. Il a été accusé sur Twitter. Le Parti communiste a demandé à son élu de se mettre en retrait. Est-ce qu'il a eu raison, ce parti, de demander ça à son élu alors qu'il n'y a pas de plainte déposée ? Oui, c'est courageux. C'est courageux de la part du Parti communiste et je pense que c'est la bonne décision à prendre dans ces cas-là parce qu'il faut absolument prendre en compte la parole des victimes. La libération de la parole, elle est extrêmement dure. Vous avez d'abord eu tout le mouvement de libération de la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles avec le mouvement MeToo. Vous avez eu ensuite la libération de la parole MeToo inceste et on assiste à la libération de la parole MeToo gay. Et c'est important de prendre en compte la parole des victimes et de prendre cela au sérieux. Vous savez, je ne crois pas une seule seconde qu'on fasse une accusation de viol comme ça sans que les choses soient sérieuses. Donc ce jeune homme a été courageux dans sa démarche. Oui, mais est-ce que c'est pas porter atteinte à la présomption d'innocence parce que ça peut détruire des carrières? Il suffit de voir tout ce qui peut se dire sur Twitter. Les gens prennent parti dans cette histoire. Vous savez, moi, j'ai participé à la création dans la France Insoumise du pôle contre les violences sexistes et sexuelles dans la France Insoumise parce qu'aucune formation politique ne peut se croire extérieure au problème de la domination patriarcale. Il faut prendre les choses au sérieux et je peux vous dire que toutes les femmes qui ont pu témoigner auprès de ce pôle n'inventaient pas les histoires parce que c'est d'abord des blessures terribles et qu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir libérer cette parole. Par contre, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que quand vous avez cette libération de la parole sur les réseaux sociaux, elle exige de la part de la société de recréer des cadres de prise de parole, cette fois-ci en physique, en réel. C'est-à-dire ce que nous manquons absolument, c'est des cellules d'écoute, c'est aussi des professionnels pour être capable de prendre en compte cette parole. Parce que vous prenez ce jeune dit qu'il était dans une période de grande vulnérabilité parce qu'il venait de rendre public auprès de ses parents son orientation homosexuelle et qu'il était en situation de conflit extrêmement dur. On voit bien que pour tout un tas de jeunes, ce sont des moments très compliqués. Il faut beaucoup plus de moyens pour les associations qui permettent
aux jeunes d'être accompagnés. On sait aussi qu'il manque de moyens pour les mouvements féministes pour permettre d'accueillir les personnes victimes de violences sexistes et sexuelles. On sait qu'il manque aussi de moyens pour, par exemple, les psychologues de l'éducation nationale, les psychologues scolaires, pour pouvoir faire en sorte que quand des jeunes sont victimes, ils sachent à qui parler. Mais la mairie de Paris, par exemple, a mis en place, après l'affaire Denis Baupin, une cellule d'écoute des victimes de violences en 2016. Elle peut aussi, l'inspection générale de la ville de Paris peut aussi conduire des enquêtes au sein des services concernés. Elle peut aider aussi les victimes à porter plainte. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Vous savez, il faut prendre conscience que la domination patriarcale, les problèmes de violence sexiste et sexuelle, elles font système avec l'ensemble des autres rapports de domination. Moi, je me souviens, par exemple, en 2009-2010, vous avez un agent catégorie C, un agent de logistique générale en mairie du 20e, qui accuse le directeur général des services de sa mairie d'arrondissement d'agression sexuelle. Que s'est-il passé? J'ai essayé de porter sa parole. On a tout de suite considéré, en tout cas la maire de Paris, la hiérarchie de l'administration parisienne a considéré que ce jeune homme forcément mentait. Et la protection fonctionnelle a tout de suite été mise en place pour le directeur général des services. Et le fonctionnement de la première enquête de l'inspection générale des services était un fonctionnement à charge contre le jeune. C'est-à-dire qu'on voyait une inspection générale des services qui fonctionnait dans la ville de Paris, finalement sur ce dossier-là, un peu comme l'IGPN fonctionne dans la police. Donc on a besoin d'une structure indépendante aux trois fonctions publiques pour permettre aux personnes victimes d'agressions sexuelles ou de discrimination ou d'harcèlement, de souffrance au travail, de pouvoir être accompagnées et défendues par des structures indépendantes au pouvoir hiérarchique. Christophe Girard, l'ex-adjoint chargé de la culture, un proche d'Anne Hidalgo, fait donc son retour au Conseil de Paris la semaine prochaine. Un retour qui est marqué par son exclusion du groupe Paris en commun, du groupe PS et ENCO. Elle s'imposait, cette décision? Oui, enfin. Moi, je me souviens quand même en juillet où c'était le sinistre préfet l'allemand, dont je souhaite toujours la démission, qui avait quand même organisé une standing ovation pour monsieur Christophe Girard, et madame Hidalgo et l'ensemble du groupe socialiste, s'était levé pour applaudir Christophe Girard. Et puis une semaine après, on apprenait qu'il était accusé de viol par un jeune homme sur des affaires qui dataient depuis longtemps. Mais monsieur Christophe, qui a été classée sans suite. Parce qu'il y a prescription. Mais moi, ce que je reproche déjà à monsieur Christophe Girard, en dehors des affaires juridiques qui ne pourront être poursuivies, c'est qu'il n'a pas une seule fois condamné l'apologie de la pédocriminalité de M. Maznev. Apologie de la pédocriminalité qui ne peut pas mettre en doute, comme s'il ne la connaissait pas, puisqu'elle a été développée dans des ouvrages que l'auteur a dédicacés à Christophe Girard. Mais là, s'il faisait cette condamnation, est-ce que tout serait réglé ou pas? Ou est-ce qu'il y a toujours cette accusation de viol qui plane sur lui? L'enquête a été classée sans suite. Enfin, je veux dire, au groupe politique, juridiquement parlant, rien ne lui est reproché. Tout à fait. Mais à chaque parti politique d'assumer la lutte contre la culture du viol, la lutte contre l'apologie de la pédocriminalité, doit passer par le fait que dans une formation politique, on mette en avant des hommes et des femmes qui sont irréprochables dans leur engagement à combattre cette culture du viol. Or, monsieur Christophe Girard, mais comme d'autres d'une certaine génération, ont participé dans un petit milieu culturel, à considérer que ça pouvait être finalement quelque chose de totalement autorisé. Et enfin, on brise cette omerta, ce silence sur le scandale que constituent ces crimes pédocriminels. Donc il faut que chaque formation politique assume de qui ils font la promotion politique. Faut-il juger le passé avec nos valeurs d'aujourd'hui? Oui, je pense qu'il faut assumer. Il faut assumer de regarder le passé. Oui, je veux dire, regarder à quel point notre société, et même y compris le mouvement féministe, a mis du temps avant de prendre en compte que la lutte contre les violences faites aux femmes nécessitait également de prendre en compte la lutte contre les violences faites sur enfants, qui sont encore plus nombreuses et qui, par contre, dans cette libération de la parole, nécessite qu'on se pose la question en termes de politique publique. Par exemple, sur Paris, il faut faire beaucoup plus connaître le numéro d'appel 119 pour les enfants victimes de violences sur l'ensemble de la capitale, et qu'on manque encore, et qu'il faut renforcer les moyens pour les travailleurs sociaux, pour les structures, par exemple, de la psychiatrie parisienne, 1 an avant de prendre un rendez-vous dans un CMP pour un adolescent en souffrance. Donc, il faut absolument se dire que des politiques
doivent être mis en place pour mieux accompagner tout cela. Très rapidement, on parle de la vaccination à Paris. Vraiment très rapidement, votre réaction, Daniel Simonet. La CGT de l'Hôtel-Dieu de la PHP dénonce des passe-droits pour des agents de la mairie de Paris, des agents qui se seraient fait vacciner à la place de soignants. La mairie de Paris a ouvert une enquête et ce vendredi, puisqu'on enregistre l'émission le vendredi, elle parle désormais de diffamation et elle pourrait porter plainte. Bah écoutez, je suis étonnée. Je ne pense pas que la CGT Hôtel-Dieu ait pu faire un communiqué de presse sans en avoir les éléments. Et je suis très surprise que la ville de Paris soit en capacité, la veille pour le lendemain, de mener l'enquête et de pouvoir constater qu'il n'y a pas eu de problème. Donc je demande une vraie enquête sérieuse faite. Et il faudrait que les enquêtes puissent être faites par des personnes indépendantes des pouvoirs hiérarchiques. On retombe sur le même sujet. Merci beaucoup, Daniel Simonet.